Travail après la crise, toujours moins de règles, toujours moins de droits. C'est un intitulé un peu déprimant, vous ne trouvez pas? Bon, j'espère qu'on va aller au-delà de ce constat très sombre et que nos 5 intervenants vont mettre en débat des propositions fortes pour qu'on s'en sorte. Sinon, moi, je retourne me coucher, hein, il est que 9 h, donc c'est bon. Mais je sais que les propositions ne manqueront pas parce qu'on a Je peux avoir un ici, endroit calme dans le coin là. pour commencer, Guillaume Balas, ancien député européen, ancien coordinateur du mouvement Génération et aujourd'hui délégué général de la Fondation Envie pour l'insertion par l'économie circulaire. J'ai un problème de son. Et nous avons aussi 4 intervenants qui prendront la parole à distance. Alors, je ne sais pas lequel apparaît en premier. Dominique Méda, on peut faire un tour d'image ou passer de l'un à l'autre? Vous voyez qui est qui? Donc Dominique Potier, député socialiste de Meurthe-et-Moselle. L'un de vos nombreux mérites est d'avoir été en 2012 le tombeur de Nadine Morano. Merci à vous. Nous avons aussi Sophie Binet, qui était à l'écran il y a quelques minutes, secrétaire générale de la CGT Cadre, l'UGICT. Donc Dominique Méda, sociologue, philosophe, directrice du laboratoire IRISO de Paris-Dauphine, auteur de très nombreux ouvrages sur le travail. Et voilà, Dominique Méda, bonjour. Et Jérôme Sadier, qui est à la fois le président du Crédit Coopératif et président de SS France. Donc, à vous 5 d'insuffler un peu d'optimisme dans ce débat. On en a besoin parce que les mois qui ont suivi le déconfinement ont été assez sombres. On nous annonce des plans sociaux. Ces plans sociaux, on nous propose d'y répondre par des accords de performance qui consistent à réduire les droits des travailleurs, à réduire les jours de congé ou à même supprimer des primes. Donc ces mois ne sont pas réjouissants. Est-ce que l'avenir, c'est toujours moins de droits? On va commencer par... J'aimerais bien que vous preniez la parole, puisque c'est c'est le principe ici, et que vous, peut-être, vous partagiez votre expérience. Est-ce que vous avez vu, au cours des mois qui se sont écoulés, dans votre expérience, dans votre quotidien, des actes ou des changements forts, et lesquels? Quels sont ceux qui vous préoccupent le plus? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Bonjour Patrick. Bon, il en faut toujours un pour commencer, donc je vais... Merci de vous dévouer. Voilà, je me dévoue. En fait, je suis un ancien DRH de la fonction publique territoriale. Je suis un peu intervenu hier soir, mais bon, je vais complètement réintervenir sur autre chose ce matin. Et je suis chargé de mission dans une société basée sur Lyon qui travaille pour de la formation, de la mise en place de logiciels RH. Et ce qui m'a le plus choqué là depuis quelques mois, c'est la mise en place du télétravail sans aucune organisation et relation sociale. C'est-à-dire, moi, je fais du télétravail, j'en avais jamais fait de ma vie avant. Et en fait, je suis complètement, même si l'intelligence collective au sein de l'entreprise est maintenant détruite par le télétravail, parce qu'il n'y a plus de relations sociales, ça pose des problèmes sur, entre guillemets, la production au sein de l'entreprise, mais ça ne met pas que ça en péril. Et le directeur de l'entreprise, qui est plutôt bienveillant, ne parle que d'intelligence collective par rapport à son entreprise. Par contre, il ne parle pas du tout des dégâts autour des relations sociales, autour des relations entre collègues et surtout sur l'isolement des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué en tant que DRH, c'est-à-dire qu'on mette du télétravail sans négociation. OK. Et quels sont les dégâts sur les interactions sociales? Eh bien, je suis allé au mois de juillet, par exemple, à Lyon. Ça faisait depuis le mois de février, je n'avais pas mis les pieds dans mon entreprise. Et en fait, on ne se retrouve même plus sur une pause café, sur une pause entre collègues, parce que maintenant, on a l'habitude de travailler seul. Et les échanges collectifs n'existent plus. J'envoie des mails à mes représentants du CHSCT, mais je ne les connais plus.
Il y a eu des élections en décembre ou en janvier, mais je ne les ai jamais rencontrés, par exemple. Donc, le lien social est en train d'exploser. Donc ça, c'était une des causes. Et la deuxième, c'est ce que vous êtes intervenu, c'est sur les accords qui vont être pris. Entre autres, mon ancienne entreprise, hein, qui est le SAGEM, mais c'était le groupe Safran. Le groupe Safran a mis en place un accord pour essayer de ne pas avoir de licenciement, etc. Sauf que cet accord, il va se faire au détriment, encore une fois, des salariés, sur des primes, sur éventuellement, on ne pense pas à la réorganisation du travail. On met un accord pour défendre l'entreprise, pour défendre ses gains de productivité, pour défendre aussi les actionnaires, mais on ne met pas en place une contrepartie sur la réflexion de comment on réorganise une entreprise, comment on réorganise nos systèmes de production, notre mode de travail, nos organisations du travail. Et c'est ça qui est le plus choquant depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'on ne se pose aucune question, alors qu'il y avait une opportunité géniale quoi, de retravailler tout ça. Une autre intervention ? Bonjour à tous. Anne, je vais aller dans le sens de Patrick. Moi, je suis la médiatrice nationale des ministères santé, travail, affaires sociales, jeunesse et sport, médiatrice interne. Et concernant le télétravail, effectivement, la situation s'est considérablement aggravée avec le confinement parce que rien n'avait été organisé. Et donc, les situations, les services, parce que je travaille sur toute la France, les services où il y avait déjà des relations tendues ou conflictuelles, ça s'est en général aggravé. Sauf si les gens, du coup, en étant séparés, se voyaient plus, me disaient bon, bah, du coup, comme je vois plus sa tête, ça va mieux. Mais bon, ça peut pas durer longtemps. Et surtout, beaucoup de situations où ça se passait bien, maintenant, ça ne va plus du tout. Pourquoi ? Parce que les directives vont uniquement par mail. C'est des consignes par mail, parfois à 2 heures du matin, le week-end, n'importe quand, n'importe comment. Et il n'y a plus d'aucun échange. Tout est interprété des deux côtés parce que dans un mail, on ne peut pas parler, discuter. Donc, les gens interprètent aussi tout ce qui est dit par mail. Et donc, j'ai un boulot, on a un boulot énorme d'essayer d'apaiser les choses, de faire comprendre, de rétablir du dialogue, de rétablir du lien. Mais comme dans nos ministères, on a des consignes normalement de télétravail jusqu'au 31 décembre au minimum. Donc, c'est très, très compliqué. Et les médiations par visioconférence, ce n'est pas génial non plus. Merci. Derrière vous. Alors voilà, bonjour, je suis médecin. Voilà, on me posait la question comment ça se fait qu'on se soit laissé entraîner dans cette crise. Cette maladie ne rend malade que 5% des gens touchés. Elle se transmet par voie aérienne. On n'avait pas de masque. On nous a dit, le gouvernement a dit que les masques étaient inutiles. Alors parce que les masques avaient été détruits. La France doit avoir 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de masques FFP2. Le stock était détruit, non recommandé. On aurait eu des places en réanimation. Donc, on a détruit 15% en 15 ans des places en réanimation au pic de la crise. Il y avait 7000 cas Covid, alors qu'il y a 5000 lits seulement de réanimation. Donc, on n'aurait pas été obligé de faire le confinement. Donc, déjà en amont, on a quand même déjà une destruction de l'idée, effectivement, du travail, de la solidarité. Et les gens ont été suivis, pas suivis souvent, ils n'ont pas été vus par un médecin, pas auscultés, pas de radiographie pulmonaire, ils ont été complètement abandonnés, suivis par télémédecine. Mais si on n'a pas accès déjà à un médecin, on n'a pas accès à la télémédecine. Moi, en Dordogne, il y a un homme de 39 ans qui a un cas de tuberculose très grave parce qu'il n'a pas eu accès à un médecin. Voilà. Bonjour, Emeline, donc jeune GDS. Moi, pour ma part, je suis cadre dans la profession de notaire. Je suis employée dans une étude sur Paris qui a un peu moins de 20 personnes. Et nous, depuis 2019, on voit nos droits et notamment la reconnaissance de notre travail se dégrader. Notamment déjà en 2019,
le patronat des notaires a refusé l'augmentation de notre point, donc notre revalorisation de salaire, alors que l'année avait été plus que bénéficiaire pour eux. Et l'année 2020, avec le Covid est arrivée, on a été obligé de se mettre en télétravail, sachant qu'on n'est pas une profession qui a beaucoup développé ce moyen de production. Et donc, du coup, on s'est retrouvé au chômage partiel, à travailler d'autant plus et beaucoup plus que normalement ce qu'on fait, parce qu'il faut savoir que nos heures supplémentaires ne sont jamais payées. Vous étiez à la fois en chômage partiel et Oui. on vous demandait de travailler quand même. En sachant qu'on nous a demandé de revenir le jour même du déconfinement. On n'avait aucune information au niveau de la procédure, de la protection, des masques, etc. Donc on a repris le travail normalement. On recevait de la clientèle qui n'était pas forcément masquée. Et par la suite, la grande nouvelle, c'est qu'on a eu une prime en juillet. Alors qu'à côté de ça, les personnes qui avaient été embauchées juste avant le confinement, on a mis fin à leur période d'essai là, à la fin du mois d'août, en leur disant que l'entreprise était à la limite au niveau du chiffre. Et avec toutes les discussions que ça a entraîné avec des collègues, on s'est rendu compte que certaines personnes n'étaient pas au courant qu'il y avait une convention notariale, qu'elles n'étaient pas payées au minimum de la convention notariale. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas dans mon milieu à nous, les salariés ne sont pas forcément au courant de leurs droits. Et les notaires jouent beaucoup sur la pression qu'on peut subir tout au long du travail, et notamment en cette période, pour faire en sorte de ne pas nous rémunérer à notre juste valeur et voire de diminuer nos droits, en tout cas dans les faits. Voilà. Merci, on rentre tout de suite dans le concret grâce à vous. Peut-être pour commencer à répondre, puis on reviendra aux questions de la salle un peu plus tard. Peut-être pour commencer à répondre, je pensais que Sophie Binet, vous pourriez prendre la parole. Vous êtes représentante des travailleurs, syndicaliste, la seule dans cette assemblée parmi les intervenants. Donc, je trouve ça bien de commencer par vous. Vous avez des commentaires. Vous m'aviez dit que au-delà, le recul des droits des travailleurs, on le constate au cours des derniers mois, mais aussi il s'inscrit dans un temps beaucoup plus long. En fait, je trouve que là, les témoignages sont très complets et que ça illustre parfaitement la stratégie du choc qui se met en place à l'occasion de cette crise. Donc, stratégie du choc, c'est-à-dire, c'est le concept qu'a développé notamment Naomi Klein, profiter d'une crise pour imposer des reculs généralisés avec des licenciements qui ont commencé, comme l'a dit Emeline, par les plus précaires et qui maintenant sont en train de s'étendre aux salariés sur des CDI et notamment aux cadres et professions intermédiaires, ce qui est d'ailleurs très inquiétant pour l'avenir parce qu'on est en train de sacrifier des secteurs entiers d'ingénierie, de R&D, etc., à un chantage à l'emploi et à des baisses de salaire qui sont en cours avec ces accords compétitivité qui ont été évoqués au début, et puis enfin à une remise en cause des conditions de travail avec une instrumentalisation du télétravail utilisé sans aucun cadre collectif qui se traduit par une casse du collectif de travail et un isolement très fort. Et quand on ose demander quelque chose en termes de régulation du télétravail, on fait bien comprendre à celles et ceux qui y sont qu'ils sont déjà favorisés de pouvoir avoir accès au télétravail dans un tel contexte de crise sanitaire. Mais effectivement, ce n'est pas nouveau parce que là, on est aujourd'hui dans cette crise sanitaire, mais on sort depuis 10 ans de la crise financière de 2008, après laquelle il y a eu exactement cette même stratégie du choc et une mise en concurrence à l'échelle mondiale du droit du travail. C'est-à-dire que sur ces 30 dernières années, il y avait un chantage aux délocalisations qui a permis de baisser le prix du travail, de baisser le salaire en allant délocaliser le travail dans les pays en développement. Et depuis notamment 2008, on a observé cette comparaison du droit du travail pour tirer en permanence tous les droits et garanties collectives des salariés vers le bas en comparant au niveau international. Et donc, en Europe, on a eu une avalanche de réformes régressives avec à chaque fois le jeu de comparaison. Le pays qui adopte en premier la réforme, derrière, sert de comparaison pour les autres, pour tirer les droits des autres salariés vers le bas. Et
donc des réformes qui, en France, se sont concentrées sur, comment est-ce qu'on facilite les licenciements. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le résultat de la mise en œuvre de dispositifs issus notamment de la loi travail de 2016 et des ordonnances travail de Macron qui ont permis de licencier extrêmement facilement, qu'on soit en CDD ou en CDI, sans justifier de motif économique. Deuxième point de ces réformes, c'est ramener la définition des droits à l'entreprise au lieu du niveau interprofessionnel, notamment en matière de salaire. Et puis enfin, supprimer les instances de représentation collective des salariés. Et vous savez que la dernière réforme en date, les ordonnances Macron, ont notamment mis fin au CHSCT. Quand on voit le contexte de crise sanitaire qu'on traverse, on mesure la gravité d'une telle suppression, CHSCT et les délégués de proximité que sont les délégués du personnel, parce qu'aujourd'hui, ce type d'instances sont tout simplement indispensables pour avoir une prévention des risques et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité et de prévention collective. Donc, je pense effectivement qu'il faut élargir un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Deuxième point de compréhension, c'est que depuis la financiarisation de l'économie, c'est appuyé sur un morcellement de l'entreprise et un morcellement du salariat. Je donnerai un exemple tout simple. Vous allez dans une centrale nucléaire, pourtant ce sont des entreprises publiques. Vous voyez sur site les salariés que vous voyez, il n'y en a pas un seul qui a le même bleu de travail avec le même nom d'entreprise dans le dos. Il y a au moins 25 employeurs différents. Ça a d'ailleurs été pointé en matière de sécurité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où des salariés qui font un même travail au même endroit n'ont absolument pas le même employeur et le même niveau de droit, ce qui démontre à quel point c'est totalement en décalage de vouloir ramener la définition des droits à l'entreprise au lieu de la branche ou du niveau interprofessionnel, puisque les entreprises sont de plus en plus morcelées avec des niveaux de sous-traitance très importants qui permettent de tirer les droits vers le bas. Troisième élément important sur le contexte, c'est ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie, avec la révolution numérique qui est utilisée, qui permet d'avoir une nouvelle organisation des services. Plateformisation de l'économie, on pense notamment à Uber, et de faire émerger des travailleurs dits indépendants. On a vu d'ailleurs pendant la crise, on nous a quand même beaucoup vanté, notamment Macron, l'intérêt du travail indépendant, la liberté, l'entrepreneuriat, etc. Bon, avec la crise, on mesure combien être travailleur indépendant, c'est être fragile. Et donc, on a une attaque des droits et surtout de la protection sociale liée au salariat de l'extérieur avec cette forme de dumping qui est loin d'être une fatalité puisque les études internationales démontrent que le nombre de travailleurs et de travailleuses indépendants liés à la plateformisation de l'économie dépend totalement des politiques nationales. D'ailleurs, la jurisprudence en France, elle est constante. Dès qu'on va devant un juge, les travailleurs en question sont requalifiés comme salariés. Je vais donner un chiffre au niveau mondial. C'est 55% de la population mondiale qui est sans protection sociale, sans au moins un dispositif de protection sociale, retraite, chômage, assurance maladie. Et c'est 60% de la population active mondiale qui est dans l'emploi informel. Donc vous voyez à l'échelle mondiale à quel point ce dumping via le contournement du salariat est important et tire les droits vers le bas. Et bien sûr, quand on compare les pays, plus on a d'emplois informels, moins on est un pays développé. Donc c'est aussi important de le rappeler quand on entend dans les politiques nationales, notamment en France, qu'il faudrait développer cet emploi indépendant. Et puis enfin, le dernier élément pour faire écho à ce que disait Emeline, c'est que cette financiarisation de l'économie, elle s'est accompagnée de ce qu'on appelle une financiarisation de l'entreprise, financiarisation du travail, avec une standardisation du travail intellectuel. Finalement, ce qui est en train de se passer pour les cadres et professions intermédiaires, c'est un peu ce qui s'est passé pour les ouvriers au début du siècle, avec un travail standardisé, vidé de son sens, avec des normes dictées de l'extérieur, qui ne permettent plus une maîtrise de l'ensemble du processus, du contenu et de la finalité de son travail, qui le vide de son sens, de façon à ce que l'ensemble de l'entreprise et du travail soit tourné vers l'objectif exclusif de dégager de la valeur
standard pour l'actionnaire. Et donc, on assiste depuis de nombreuses années, c'est ce qu'on appelle nous le Wall Street Management, qui est arrivé dans le privé et qui maintenant s'est très largement mis en place dans le public avec des normes et des standards qui ne correspondent pas aux identités professionnelles, au professionnalisme des salariés, et notamment là en l'occurrence ça s'applique pour les cadres et professions intermédiaires. Je vais m'arrêter là sur le constat pour qu'on puisse se concentrer pour les perspectives et les propositions de façon à on va développer tout ça. Voilà. Merci Sophie. Vous faites le lien à juste titre avec la situation internationale. Dominique Potier, vous, comme député, vous avez présenté et fait voter une loi qui, justement, on vous voit. Donc, vous avez cherché à responsabiliser les actionnaires. Oui. Donc, vous faites le lien entre la situation en France et la situation des multinationales, la façon dont elles traitent leurs sous-traitants. Et vous pensez qu'on peut trouver… Est-ce que vous nous entendez, Dominique Potier? Oui, tout à fait. J'avais un petit problème pratique, mais je viens de le régler. Je suis avec vous, je suis avec la Charité-sur-Loire. Vous m'entendez? Ah, très bien. Oui, oui, on vous entend. Bon, très bien, merci. Oui, j'ai bien entendu les questions des participants au Festival des idées. Et dans les pas de Sophie, je vais dire un peu les travaux législatifs que nous menons au sein du groupe socialiste, et notamment avec Boris Vallaud, et que je pourrais résumer comme un processus de transformation de l'entreprise au service du travail au XXIe siècle. Ce processus de transformation, on pourrait le résumer par une logique de démocratisation. Une démocratisation à 3 niveaux. La première démocratisation, c'est celle de la gouvernance des entreprises. Nous affirmons qu'une codétermination à la française qui prendrait en compte les salariés non pas comme partie prenante, mais comme partie constituante de l'entreprise serait une rupture avec la logique actionnariale qui a largement dominé les 30 dernières années. Donc, il y a une primauté actionnariale, une déformation du partage de la valeur, et il faut non seulement mieux distribuer la valeur, mais il nous semble qu'il faut partager le pouvoir, et la codétermination est la voie par laquelle nous pouvons partager le pouvoir au sein de l'entreprise. La deuxième axe, ou la deuxième fil de démocratisation me semble être celle de la relation de l'entreprise avec la société. Et l'idée d'une responsabilité sociale et environnementale, qui ne soit pas du B2B, qui ne soit pas fabriquée par des agences de certification dont les normes ne sont même plus européennes, mais qui redeviennent un acte démocratique de certification des qualités réelles de l'entreprise, nous paraissent une voie assez extraordinaire pour que les citoyens puissent se réapproprier à travers la notification des entreprises, leur scoring, une sorte de Nutri-Score de l'entreprise, leur capacité à peser comme consommateur, comme épargnant et comme potentiel collaborateur sur la marge de l'économie. Donc on fait comme pour le bio, on fait un label qui permet de… C'est plutôt, je prendrais plutôt l'image, si vous voulez bien, du Nutri-Score, hein, qui permet aux citoyens de peser sur l'économie, encore une fois, par leur achat, par leur collaboration ou non à une entreprise, etc. Donc avoir des entreprises rouges, vertes et oranges, c'est un acte profond, c'est sortir de la propagande et d'un reporting qui est à destination de publicité pour les actionnaires et les dirigeants de l'entreprise, à une vérité démocratique de ce qu'est l'entreprise et donner la capacité aux citoyens à peser sur eux. C'est un profond acte et pari de démocratisation. Et je suis très heureux d'avoir découvert la semaine dernière que ces travaux législatifs ont un écho très très fort dans le mouvement de l'économie sociale qui lui-même a donné corps à ce qu'on appelle un impact score et qui permet, alors à l'initiative du MOVE, Jérôme Sadi en parlera, de déterminer ce que pourrait être un scoring performant des entreprises qui, encore une fois, permettent à la société de peser sur l'économie. Le troisième mouvement de démocratisation, il est celui du dépassement des voiles juridiques et des frontières pour porter les valeurs de notre humanisme, de la République et des Lumières au-delà de nos frontières. Le devoir de vigilance auquel vous faisiez référence, c'est finalement une loi qui, encore une fois, au-delà du voile juridique entre les actionnaires, la maison mère, les sous-traitants et les filiales, permet d'étendre les principes de l'état de droit, les droits fondamentaux, lutte contre les atteintes aux droits humains, l'esclavage moderne, le travail des enfants, lutte contre les écocides, jusqu'aux filiales et aux sous-traitants au bout du monde. C'est en fait une révolution du droit, c'est la loi sur le devoir de vigilance, dont, bonne nouvelle, que nous pouvons partager la Charité-sur-Loire, loin d'isoler la France, elle est en train de faire école en Europe, avec comme relais le mouvement syndical, des mouvements confessionnels divers,
des mouvements associatifs et des ONG, mais également des grandes nations comme l'Allemagne et l'Espagne. La perspective d'une directive européenne, d'une loi européenne reprenant les principes de la loi française, ouvre la voie de ce qu'on pourrait appeler une économie sociale de marché responsable, qui serait un ethos européen et qui refondrait l'entreprise. 3 mouvements de démocratisation, celui de la codétermination, celui d'une RSE qui devienne un langage commun public entre l'entreprise et la société, le devoir de vigilance inaugurant une éthique européenne dans la mondialisation. Voici 3 voies de démocratisation profonde qui peuvent transformer et faire écho et apporter des réponses aux crises, aux aspirations qui ont été exprimées dans cette première partie de forum. Merci. On a commencé ce débat en parlant aussi du télétravail. C'était une des préoccupations qui sont remontées dans l'assistance. Est-ce que l'un des intervenants veut rebondir sur ce thème? Peut-être Jérôme Sadier? Oui, oui, merci. Bonjour à tous. Désolé d'être à distance par ailleurs. Oui, je pense qu'on est tous confrontés intellectuellement et pratiquement à la question du télétravail, parce que bon, là, je crois à peu près tous, testé pendant quelques mois, et quelles que soient nos situations professionnelles, ça heurte forcément quelque chose dans notre rapport à ce qu'on considérait comme le travail, l'entreprise, le collectif, et même peut-être derrière les droits, mais c'est encore un autre sujet sur lequel je reviendrai. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on a eu, je parle en tant que dirigeant d'entreprise pour le coup, on a eu beaucoup de mal à aborder le sujet du télétravail pendant pas mal d'années pour plein de raisons différentes, hein. Que ce soit du côté des organisations syndicales de salariés par le souci de préserver le collectif, du côté patronal, on ne peut pas dire non plus que c'était très inventif sur la question. Et en fait, là, on s'est vu imposer un phénomène sur lequel il sera très compliqué de revenir, en fait. Parce qu'en fait, il a libéré à ce stade des envies individuelles de travailler autrement, qui s'expriment au-delà du travail. C'est plutôt des envies de vivre autrement, plutôt que des envies de travailler autrement, à mon avis. Et en cela, ça en fait un sujet qui est difficile d'évacuer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a besoin assurément d'un cadre collectif et si possible législatif pour encadrer un certain nombre de pratiques qui sinon vont partir un peu dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est que le travail, ça ne peut pas être d'un côté seulement imposé par le patron et d'autre côté seulement choisi par le salarié. Ce n'est pas possible. Je pense que l'organisation du travail n'y résistera pas, mais quand je parle de l'organisation du travail, je ne parle pas de l'organisation de la production, de la productivité, etc. Je pense que la question du collectif est en jeu. Et travailler, ce n'est pas simplement accomplir un acte individuel, vendre sa force de travail, c'est aussi contribuer plus globalement à un collectif, me semble-t-il. Et si on n'arrive pas à organiser correctement les choses, je pense qu'on va passer à côté de l'essentiel. Et comment est-ce qu'on peut organiser les choses? Ça va forcément devoir se négocier de toute façon. Mais j'espère que les organisations syndicales de salariés et de patrons vont réussir à fixer un cadre. Alors, je ne sais pas de quelle nature pourrait être ce cadre, parce qu'après, évidemment, que le télétravail ne va pas s'appliquer de la même façon dans toutes les organisations de travail, de production, etc. Ça me paraît relativement évident. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fixe des règles à peu près collectives. Et surtout, derrière, moi, ce qui m'inquiète, mais là, c'est plus le citoyen qui parle, c'est la tendance à l'individualisation des situations et pas forcément à la demande de l'employeur. J'entends bien ce que disait Sophie tout à l'heure et je ne suis pas en désaccord fondamental, mais le fait est que moi, ce que j'ai eu à constater dans différents environnements de travail, c'est le problème de l'individualisation à la demande du salarié, qui va être aussi un problème à gérer. Moi, je ne vais pas rentrer dans les exemples qui me concernent trop personnellement, mais je n'ai quelques-uns en tête assez particuliers de collectifs de travail où les salariés ne voulaient pas revenir au travail, non pas parce qu'ils avaient peur dans le métro, ou non pas parce qu'ils avaient peur de voir des collègues, il n'y avait pas de problème de masque, pas de problème de configuration de locaux, c'est parce que finalement, ils se trouvaient très bien chez eux. Voilà.
et avec un refus du collectif qui, là, pour le coup, m'inquiète tout particulièrement parce que ce qu'il dessine derrière, mais ça, Sophie en a parlé et je suis vraiment d'accord, c'est que l'étape d'après, c'est l'individualisation des droits et du rapport à l'entreprise. Et je veux le dire, on le constate déjà, pour le coup, dans mon environnement professionnel direct. Peut-être que ça va choquer Sophie ou d'autres, mais moi, j'ai de plus en plus de jeunes, pardon, qui répondent à des offres d'emploi et qui, parmi les questions qu'ils posent dans l'entretien de recrutement, c'est est-ce que vous avez un accord de télétravail qui me permet de ne pas venir tous les jours au bureau parce que j'ai pas envie d'habiter à Paris, parce que j'ai pas envie de venir tous les jours, etc. Et si on leur dit non, ce qui est d'ailleurs ce qui était le cas encore il y a quelques mois, est-ce que je peux faire le même travail sans être salarié? Parce que je préfère finalement être dans un rapport individuel à vous, m'organiser comme je veux, ne pas venir, etc. Je ne dis pas que c'est la majorité des gens, mais je pense quand même que c'est une tendance qui existe. Et si on ne traite pas de manière sérieuse la question du télétravail, je crains que cela ne fasse qu'empirer cette tendance à l'individualisation du rapport au travail et derrière que ça individue également le statut des personnes. Donc Voilà, donc l'étape moi, suivante, ce serait qu'on serait tous auto-entrepreneurs, presque. On a oui, fait le salariat, on casse le je ne cadre. l'espère pas, je ne l'espère évidemment pas. La question, c'est comment on évite ça, en fait. Et je pense qu'il y a une responsabilité pour ceux qui se réclament de la gauche d'avoir une ligne sur la question, parce que le laisser-faire, comme souvent sur ce sujet, ne va amener qu'à l'individualisation. Et puis, deuxième point, je m'en arrête là. Moi, ce que je perçois, c'est que dans l'entreprise, ceux qui vont être dans une très grande difficulté dans les mois ou les années qui viennent, si le télétravail se généralise et qu'il est plus ou moins bien conçu, pensé, c'est l'encadrement intermédiaire va souffrir considérablement. En fait. Il va être évidemment sans doute perdu au début pour avoir à gérer des équipes qui ne sont pas là tout le temps, entre leurs jours de télétravail, leurs jours de congé, leurs jours de RTT, leurs jours de formation également, dans des configurations de locaux qui, à mon avis, vont forcément changer par ailleurs. En tout cas, dans l'univers des services, j'imagine pas des entreprises garder des locaux qui seront aux 2 tiers vides en permanence. Et peut-être même que du coup, on n'organisera plus les entreprises en direction, en service, en bureau, mais qu'on va concevoir des lieux pour accueillir les gens qui sont là le jour où ils sont là, tout simplement, et avec des lieux de rencontre, des salles de réunion, etc. Mais donc les lieux vont changer. Donc la façon dont l'encadrement intermédiaire va devoir gérer ces situations est, je crois, au centre de tout. Comme de manière générale, la vie des entreprises repose beaucoup sur l'encadrement intermédiaire. Là, je crois qu'il y a un défi qui est monumental. Il va falloir les accompagner dans tout ça. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir un cadre clair sur le plan juridique qui se traitera là où il doit se traiter. En tout cas, je ne veux surtout pas qu'on renvoie tout à l'entreprise parce que je sais aussi comment ça se finit derrière. L'affaiblissement du salariat ne date pas de la crise du Covid. Il y a eu le développement de l'auto-entrepreneuriat au cours des années précédentes. Dominique Méda, vous avez travaillé sur le sujet. Ça fait 5, 6, 7 ans peut-être qu'on nous parle des travailleurs des plateformes, que le sujet est à l'agenda, et pourtant on n'arrive pas à le résoudre. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à trouver un statut qui satisfasse tout le monde ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est très important tout ce qui vient de se dire sur l'idée qu'il y aurait une inappétence vis-à-vis du salariat. Mais je crois que si jamais elle existe, encore faudrait-il le prouver, elle s'explique largement par la très forte dégradation des conditions de travail à laquelle on assiste depuis plusieurs décennies et qui est parfaitement enregistrée, par exemple, par les enquêtes conditions de travail ou l'enquête de la Fondation de Dublin qui nous permet de comparer les conditions de travail en Europe. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, les conditions de travail sont particulièrement médiocres, particulièrement mauvaises, avec des salariés stressés, des salariés fatigués. Donc ça, c'est un contexte général. Et je crois qu'il y a
il y a une véritable offensive contre le salariat. Alors, il y a l'offensive dont Sophie Binet a parlé tout à l'heure, qui a commencé dans les années 90, avec une remise en cause de toutes les règles qui constituaient le salariat, et notamment cette offensive menée par l'OCDE sur ce qu'on a appelé la législation de la protection de l'emploi, en gros tout ce qui concerne la rupture du contrat de travail. Sophie a très bien expliqué que en gros, s'est développée une théorie selon laquelle s'il n'y avait pas de création d'emplois, c'était parce qu'on ne pouvait pas licencier facilement. Le truc quand même complètement fou, quoi. Et donc, on a chargé notre modèle social de cette manière, et on s'est dit qu'en démantelant le droit du travail, plus on démantèlerait le droit du travail, et plus on s'attaquerait au salariat, plus ce serait facile de créer de l'emploi. Évidemment, il n'en a rien été. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une double offensive contre le salariat. On a eu aussi l'idée que mais finalement, les salariés, ils n'aiment pas le salariat, c'est trop lourd, c'est trop rigide, c'est ennuyeux, et ils préféreraient autre chose. Et c'est de cette idée que les plateformes comme Uber et Deliveroo se sont emparées en faisant un certain nombre de promesses, et dont elles tirent argument aujourd'hui, en disant, mais écoutez, les travailleurs, ils adorent ça, ne pas être salariés. Ils ne veulent pas être salariés parce qu'ils veulent de la liberté, ils veulent de la souplesse. Et c'est un peu là-dessus qu'ont prospéré ces plateformes. Alors, ces plateformes, elles ne représentent pas une énorme part de l'emploi aujourd'hui, mais elles constituent une menace majeure. Je suis d'accord aussi avec le diagnostic de plateformisation de la société, qui a été accéléré avec la crise sanitaire, bien entendu. Et alors, pourquoi on n'arrive pas à s'opposer à ces plateformes? Elles se sont d'abord présentées simplement comme des entreprises de mise en relation. Par exemple, Uber a toujours refusé l'idée qu'il serait une entreprise de transport, ce qui lui permettait tout simplement de ne pas obéir aux législations nationales sur le transport. Il a fallu une décision de la Cour de justice européenne en 2017 pour que Uber soit reconnu comme une entreprise de transport et soit obligé d'adapter son comportement, ses pratiques. Mais évidemment, il y a un autre sujet. Vous avez parlé d'auto-entrepreneuriat. Il y a eu une sorte d'apologie de l'auto-entrepreneuriat depuis assez longtemps. J'ai une collègue qui a écrit un livre tout à fait passionnant là-dessus, Moi, petite entreprise, Sarah Abdelnour. Et c'est d'ailleurs avec Sarah Abdelnour et mes collègues de Dauphine qu'on avait développé un programme de recherche sur les travailleurs des plateformes. On a tiré un petit livre qui s'appelle Les nouveaux travailleurs des applis, où on essaye de comprendre justement ce qui s'est passé. Eh bien, les plateformes se sont emparées de ce statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui de micro-entrepreneur, pour contourner complètement le droit du travail, puisque ces plateformes, elles considèrent qu'elles ne sont pas des employeurs, que donc elles travaillent avec des partenaires qui sont des micro-entrepreneurs et qu'elles n'ont aucun devoir à leur endroit. Et les gouvernements successifs ont poussé, ont promu, ont porté cette idée en refusant jusqu'à maintenant de faire rentrer ces travailleurs dans le salariat. Il y a eu de nombreux contentieux parce que les travailleurs c'est-à-dire que cette promesse d'autonomie qui était faite par les plateformes, elle s'est révélée une illusion totale. C'est-à-dire que ce soit Uber ou Deliveroo, ces plateformes imposent aux travailleurs des conditions de travail absolument effrayantes. Elles font de la concurrence déloyale aux autres entreprises, parce que vous voyez bien qu'elles ne payent pas de cotisations sociales. Donc évidemment, c'est facile de casser les prix quand on ne paye pas de cotisations sociales. Il y a eu beaucoup de contentieux, et là, peu à peu, et notamment la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction, a bien indiqué que ces travailleurs de plateforme étaient des salariés et non pas des auto-entrepreneurs. Malheureusement, pour s'en sortir, vous ne souhaitez pas une troisième voie entre l'entrepreneuriat et le salariat? Le gouvernement a un projet de charte pour organiser tout ça. Ça vous semble pas la bonne direction? Non, ce n'est pas du tout la bonne direction, parce que si on fait un troisième statut, on sait bien qu'on va vider
le salariat vers ce troisième statut. Donc, ce serait dangereux. En revanche, il y a une proposition au Sénat vraiment extrêmement intéressante, une proposition de loi visant à réintégrer les travailleurs des plateformes, je dirais sous l'aile du Code du travail, techniquement dans le 7e livre du Code du travail. Et je pense que ça serait extrêmement intéressant. Et ça nous permettrait de montrer aussi, et c'est un peu l'exposé des motifs de cette proposition de loi sénatoriale qui a été, je vous rassure, qui a été rejetée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'on peut parfaitement avoir de l'autonomie tout en étant salarié. Donc, d'un côté, cette expérience des travailleurs de plateforme, elle nous montre qu'il y a un énorme risque de dégradation, de démantèlement du droit du travail et de dégradation du salariat, mais d'un autre côté, on voit aussi où sont les solutions dans la réintégration de ces salariés du Code du travail, ce qui pourrait nous permettre de montrer un nouveau visage du salariat où les comportements, les pratiques peuvent être beaucoup plus souples et où on peut obtenir de l'autonomie au sein du salariat. Merci Dominique. Donc Guillaume Balas, il n'y a pas de raison que vous soyez pénalisé parce que vous êtes présent physiquement. Je vous donne la parole en dernier, je suis désolé, mais c'est à vous. On n'a pas encore parlé des impacts de la crise écologique. Ça n'a pas été une question qui a été soulevée, mais en fait, est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui remet en cause la façon dont on travaille et qui va nous contraindre à changer notre façon de voir l'entreprise et d'agir comme acteur économique? Oui, merci. Tout d'abord, la première chose que je veux dire, c'est que moi, je suis aussi très attaché à la question du travail, puisque je travaille dans une structure, la Fédération Envie, où on fait de l'insertion par l'activité économique. Donc on se dit, on va faire travailler les gens, et donc ils vont s'insérer économiquement, donc ils vont s'insérer, j'allais dire, de manière globale, de manière sociale et en tant que citoyen. Vision très traditionnelle en vérité. Et je pense qu'il faut le faire, et c'est pour ça que j'adore mon métier, mais vision très traditionnelle. Et je pense qu'il y a quelques petits éléments quand même qu'il faut qu'on essaye peut-être de lever. Mais Dominique Médal a écrit 30 fois dans ses livres, donc je ne vais pas résumer mal ce qu'elle écrit, mais je voudrais quand même, sur l'histoire de tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand même? Dans les années 70, la contre-révolution néolibérale, elle ne vient pas de rien. C'est quoi en fait? C'est que le capital reprend l'offensive, notamment par rapport au travail, et notamment par rapport au poids du travail, à la fois dans la répartition de la plus-value, mais également par le poids du travail d'un point de vue politique, notamment le poids des syndicats, le poids de la contractualisation sociale, etc., etc., etc. Et donc, depuis 40 ans, nous subissons ça. Et finalement, les impacts sur le travail de la crise du Covid ne sont qu'une des étapes, continue de la même histoire depuis 40 ans. Et donc, ce qu'il faut déjà essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui a donné au capital cette arme de pouvoir renverser le cours des choses? Comment se fait-il qu'on soit passé de l'État keynésien à l'État néolibéral? Et qu'est-ce qui a fait que finalement, le capital pu faire cela? Et on le sait bien, il y a quand même deux aspects et qui finalement reviennent aux mêmes. Le premier, c'est la capacité de délocalisation par les changements géopolitiques, mais aussi par des moyens techniques nouveaux, notamment de transport, mais aussi numérique. Et la deuxième chose, c'est la numérisation des processus de travail, par l'automatisation évidemment, mais la numérisation aussi des services. Et ça ne date pas d'il y a 15 jours. C'est quelque chose qui commence même, quand on regarde historiquement, dès les années 30. Donc, c'est fondamentalement ces moyens techniques nouveaux qui permettent aujourd'hui au capital de renverser le rapport de force par rapport au travail, et notamment d'arriver au rêve de l'individualisation concrète des tâches de travail. C'est fondamentalement l'objectif. J'allais dire, pour plaisanter un peu, finalement, ils réalisent le vœu de Marx, l'abolition du salariat. En tout cas, ça serait une volonté. Mais ils ne le font pas tout à fait par le biais que Marx avait prévu, et notamment sur à qui ça profite à la fin. Bon. Donc, cet état de fait que moi, j'en ai fait 50 de débats où on est tous en train de se désoler de ça. Tous. Et on décrit par le menu ce qui est en train de se passer. Bon, ok, super, c'est en train de se passer, on sait ce qui se passe. Pourquoi on n'arrive pas à le combattre? D'abord parce qu'il y a une certaine forme de vérité dans ce qui se passe. Et cette vérité, c'est que oui, aujourd'hui, les changements technologiques depuis 40 ans
aboutissent à une transformation concrète des processus de travail. Et il faut peut-être faire attention, notamment pour tous les à ne pas rester figé aujourd'hui sur un modèle de salariat qu'on trouve intégrateur, plein de droits, etc. Mais enfin, je veux dire, les années 50, 60, 70, ce n'était pas non plus le nirvana dans le monde du travail. Il faut faire attention aussi à ne pas avoir une vision édénique de ce qui se passait, mais plutôt d'essayer de voir aujourd'hui comment on peut progresser sur de nouvelles formes d'entreprise et notamment sur un nouveau rapport au travail et au salariat. Et de ce point de vue, ce que disait Jérôme Sadier sur moi, ce que je crois fondamental, c'est-à-dire de faire de l'économie sociale et solidaire, non pas un petit modèle alternatif à la marge, même si c'est quand même 10% du PIB, mais le cœur même d'un projet progressiste m'apparaît absolument essentiel. Parce que tant qu'on ne touche pas à la lucrativité, à la propriété, des moyens de production, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, de toute façon, au bout, ce n'est pas vous qui décidez. Mais je viens à votre question, parce qu'elle est centrale. Là où il faut qu'on passe un pas tous, sur la question du travail, soyons cohérents. Si on se dit écologiste, maintenant tout le monde l'est, donc très bien, à gauche, hein, si on est écologiste, ça veut dire qu'on veut rompre avec le productivisme. Et le productivisme, c'est quoi? C'est cette idée qu'en produisant toujours plus, eh bien, nous allons satisfaire les besoins humains. Et en gros, le grand débat entre la gauche et la droite, c'était savoir comment on répartissait les fruits de cette production. Si nous pensons que le productivisme aujourd'hui amène à des dégâts irrémédiables, y compris de survie pour l'humanité, eh bien, ça veut dire que nous devons tous, aujourd'hui, rompre aussi avec l'imaginaire du productivisme. Et donc, avec l'idée que c'est par le travail, le plus de travail. Alors, à gauche, ça sera en réduisant le temps de travail pour que tout le monde travaille tous. À droite, ça sera en individualisant les tâches pour que la productivité individuelle soit plus forte. Mais en gros, que cette idée que c'est par la production que nous allons résoudre nos problèmes, nous devons rompre avec ça. Et donc, ça veut dire que nous devons aujourd'hui imaginer le travail avec la transition écologique. Et ça demande une révolution intellectuelle, y compris à gauche, extrêmement importante. Alors, il y a des bonnes nouvelles. C'est qu'on s'aperçoit que quand on pense à la transition, on crée des emplois. On crée même du travail potentiellement. Parce que si vous voulez faire une révolution écologique de l'industrie, je pense encore plus de l'agriculture, tous les modèles montrent qu'effectivement, vous allez créer de l'emploi, du travail, etc. On crée des emplois, mais on peut en détruire aussi, peut-être. C'est ce que j'allais dire. Mais on sait aussi que, soyons lucides et soyons cohérents, si nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne devons plus penser la croissance ou même la décroissance, c'est-à-dire que nous devons être accroissants dans la manière dont nous voulons concevoir le monde, à partir de ce moment-là, eh bien, ça veut dire que le travail ne peut plus être la référence centrale d'intégration politique pour les humains, c'est-à-dire on ne peut plus se définir d'abord comme étant lié à un statut social lié au travail. Ça n'est pas cohérent avec la transition écologique. Je le pense profondément. Et donc, il faut que nous réfléchissions à la manière aujourd'hui de penser le travail autrement et surtout le contrat social autrement, c'est-à-dire de faire du travail une part sans doute du contrat social, mais non pas sa centralité, comme y compris la gauche a accepté de le faire depuis la révolution industrielle. Et pour cela, ça induit des conséquences en termes d'organisation sociale et notamment de la protection sociale, puisque la protection sociale est fondamentalement assise sur le travail, sur la production, et du rapport du salariat dans la production et la répartition par notamment le salaire différé des fruits de la production. À partir de ce moment-là, il faut le penser différemment et commencer à introduire, vous me voyez venir, mais la question d'une protection universelle déliée du statut du travail, et notamment, c'est toutes les pistes qu'il y a aujourd'hui par rapport au revenu universel d'existence, qui pose fondamentalement, et je crois que c'est ça qui est très important, que la citoyenneté et le droit à l'existence, qui est la condition première de la citoyenneté, bien évidemment, c'est une tautologie, est totalement délié de la question de savoir si on a un statut social lié au travail ou pas. Et ça, c'est une révolution conceptuelle qui est, à mon avis, totalement cohérente, c'est pour ça d'ailleurs que cette question est en train de revenir, avec la question de la transition écologique. Je ne dis pas, et j'en fais pas un dogme du revenu universel, on peut penser tout à fait à d'autres pistes, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a là une révolution conceptuelle dans le rapport au travail à faire si nous voulons être des écologistes conséquents.
C'est un changement anthropologique parce qu'on se définit, en général, on se définit soi-même par son travail. Quand vous avez pris la parole, vous avez souvent commencé par vous présenter par votre profession, non? C'est très moderne. Cette idée qu'on se définit par le travail, c'est pas quelque chose historiquement de valide. Je veux dire, au Moyen-Âge, les gens ne se définissent pas par rapport au travail. D'ailleurs, le travail était tellement méprisé, vous le savez bien, pendant des siècles, qu'il était mis en esclavage, le travail. Bon, donc ça n'est pas vrai, c'est une norme sociale qui est liée notamment à l'émergence de la bourgeoisie, et notamment de la bourgeoisie industrielle, de faire du travail comme étant une valeur centrale de la société, que la gauche, après, a totalement intégré. Mais ça n'est pas quelque chose, il n'y a pas d'essentialisme, à mon avis, à faire sur la question que c'est anthropologique, l'homme se définit par le travail. Enfin, moi, en tout cas, philosophiquement, je me refuse à ça. Est-ce que ça suscite des réactions? Oui, quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole. Je commence par monsieur au fond et puis je reviens vers vous après. Oui, je voudrais reprendre des propos qui ont été dits par rapport au télétravail, où des personnes ont exprimé que pour cette individualisation du travail, c'était pour les personnes une forme de liberté. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, ceux qui disent ça, ils regardent le doigt. C'est-à-dire que c'est quoi là, le télétravail? C'est simplement faire entrer l'entreprise au domicile. C'est une suppression progressif de la vie privée. Et donc, là, on parle d'écologie, tout ça. Okay. Moi, je ne suis pas contre l'écologie. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'actuellement, on a le cul dans les ronces. On fait de la... Comment... On fait de la communication, de l'explication. Et pendant ce temps-là, les ronces, elles poussent. Et je veux dire que quand les ronces auront assez poussé, eh ben, ça sera très difficile de s'en sortir. Là, on parle aussi du Covid. Mais je veux dire qu'il faut quand même savoir et se rappeler, pour ceux qui l'ont entendu, que le Covid, sans faire du complotisme, il est arrivé en 2020 avec la mise en place que comptait faire la Chine de la reconnaissance faciale dans toutes ces grandes villes. Je veux dire que environ, je ne sais plus si c'est 60 ou 120 pays ont acheté la reconnaissance faciale à la Chine, dont la France. Le projet qui est actuel, il faut voir ce qui se prépare. Le projet actuel en France, c'est de mettre la reconnaissance faciale. Actuellement, elle est dans les aéroports. Demain, le projet, c'est de mettre la reconnaissance faciale au niveau des impôts. Après, la CPAM, après la CAF. Je veux dire que faut voir dans quelle direction on va et comprendre où on va. Après, bon, dire que, bon, ma foi, il faut réduire le CO2, réduire la pollution. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Quand les gens seront chez eux, bloqués, pris dans tout un tas de contingences, eh ben, je veux dire qu'il n'y aura plus que la solution de l'explosion. Hein, ça ne sera plus que ça. Bonjour, merci à tous, merci aux intervenants. Donc des points de vue un peu variés, mais tout à fait intéressants et je pense complémentaires. Plusieurs éléments de remarques ou questions. Je suis d'accord avec la question du productivisme, mais je pense qu'il ne faut pas non plus la mettre égale production totale. C'est-à-dire que la production, il y a aussi besoin d'en faire. Et le problème de ce discours, qui est tout à fait vrai, mais incomplet, c'est que c'est un modèle en creux et pas un modèle en plein. Et que c'est comme s'il fallait penser l'abandon d'un certain nombre de conditions en disant bah, c'est comme ça, donc on va faire autrement. Alors certes, il faut savoir trouver des solutions de comment on fait immédiatement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Dominique Méda et Jérôme Sadier, mais je pense qu'il faut aussi poser des questions à perspective longue. La question du rôle de l'État sur la monnaie et la régulation du travail. Il faut savoir aussi que pourquoi ça s'est démantelé, mondialisation, etc. C'est parce que Reagan s'est dit, le Japon me concurrence, bientôt la Chine, l'Europe, allez, je casse le dollar et je mets en place, avec les patrons, un certain nombre de dérégulations économiques et monétaires. D'où après l'aspect financier. Et finalement, moi, la question de la démocratie d'atelier, la question des fonds salariaux, je pense que ce sont des moyens, alors, des infrastructures, entre guillemets, fortes,
par rapport à des solutions, on va dire, plus immédiates, mais qu'il faut avoir aussi en réflexion. C'est-à-dire, en gros, essayer, c'est là, je te rejoins, Guillaume, la question de la propriété, c'est-à-dire comment on fait que le salarié prend aussi le pouvoir en interaction avec le patron, évidemment, parce que ça ne sera jamais non plus une expropriation capitaliste, quand même, mais ce que voulait faire Olof Palme, et développer l'idée, évidemment, de dire que les salariés ont toute leur place en termes de direction d'entreprise, en termes de décision. Voilà. Merci. Bonjour. Moi, je suis membre du mouvement français pour le revenu de base. Alors, du coup, j'ai trouvé les interventions très intéressantes et il me semble en effet, du coup, que le revenu de base peut être une réponse, mais elle-même doit s'inscrire dans un changement plus global. Et le problème est complètement systémique et c'est une réponse systémique que ça appelle. J'ai trouvé l'intervention de Guillaume Ballas particulièrement intéressante parce qu'en fait, on est tous dans une sorte de paralysie, en effet, dont il faut sortir globalement. Sophie Binet parlait de la stratégie du choc, mais ça s'inscrit dans un mouvement qui est bien plus général, en effet, qui est lié à l'économie libérale, qui repose sur la compétition économique, qui conduit à une course au moins de 10 ans sociale et fiscale, qui prive les États de tous leurs leviers d'action, qu'ils soient fiscaux ou sociaux, avec une course vers le bas au salaire, etc. À tel point qu'il y a eu un dévoiement total du droit du travail. Je trouve que ce serait intéressant quand même qu'on le note, puisque le droit du travail, désormais, autrefois, son rôle, normalement, son rôle, c'est de réguler des relations, une régulation asymétrique entre l'employeur et le salarié. Souvent, on dit que l'objectif, le professeur Gérard Yoncan, qui est souvent cité, disait que l'objectif du droit du travail, c'était de consacrer ce qui est socialement juste dans la limite de ce qui est économiquement possible, ce qui déjà peut se discuter parce que l'économiquement possible, il n'y a pas d'économiquement possible dans l'absolu. Mais aujourd'hui, on a un retournement qui est total et on demande au droit du travail de réaliser ce qui est économiquement souhaitable. On lui demande de réaliser des objectifs de politique économique, de permettre la flexibilité, l'ajustement du marché du travail. Ça, c'est quand même un truc que la gauche doit relever, à tel point que certaines dispositions de la loi El Khomri avaient été pensées à Bercy, comme le barème. C'est devenu un acquis, en fait. Maintenant, la question, c'est effectivement comment on en sort. Alors, comment on en sort? Pour en sortir, il faut sortir de la compétition, de cette compétition et de ce moins-disant social, à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Mais comment on fait? Alors, la réponse que la gauche se donne, c'est le souverainisme social et écologique. Alors, c'est la réponse, sauf que la France n'a plus de souveraineté. Donc, il faut se le dire franchement, et c'est pour ça qu'on a paralysé. La France n'a plus ses leviers de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on est au sein de l'Union européenne. Alors, quelle réponse on apporte à ça? Il existe une concurrence entre les pays de l'Union européenne. L'impôt sur les sociétés, sur les 20 dernières années, en moyenne, dans les pays de l'Union européenne, a diminué de 15%. Il n'y a pas que l'Irlande qui fait du dumping social. C'est une constante. Alors, on peut se répondre, oui, on va faire de l'harmonisation sociale et fiscale, sauf que c'est la position continue de la France depuis 20 ans au sein de l'Union européenne et on n'est pas entendu, on est minoritaire. Ensuite, la politique commerciale. Si jamais on veut faire du souverainisme social et écologique, c'est-à-dire qu'il faut renégocier nos accords internationaux. Donc, ça va faire des perdants et des gagnants. Donc, il faut regarder qui seront les perdants, qui seront les gagnants, comment on organise les mutations, etc. Et d'autre part, on va pas les renégocier, nous, au niveau français, puisque la France n'a plus cette compétence-là, c'est l'Union européenne qui l'a. Donc, il faut trouver un accord avec les pays européens pour renégocier ces accords-là. Enfin, je dévoie du travail, je m'en excuse, mais en fait, je pense qu'on ne répondra pas à la question du travail si on ne répond pas à cette question européenne. Et donc, j'ai bien vu qu'il y a un sujet sur l'Europe tout à l'heure, mais je profite du fait que Guillaume Ballas est député européen pour l'aborder ici, et je ne suis pas certain que ça sera abordé tout à l'heure non plus. Donc, derrière, c'est peut-être aussi la réforme institutionnelle de l'Europe, c'est la question du marché intérieur. C'est une question compliquée, je suis désolée, mais en fait, je n'ai pas vu un seul des débats de ces 3 jours qui s'appellent comment on met en place le souverainisme social et écologique. Et en fait, on ne pourra rien faire, je pense, si on n'arrive pas à le mettre là, parce que tout simplement, on n'aura pas l'argent et qu'une politique de gauche, c'est nécessairement une politique redistributive. Et pour faire de la redistribution, il faut de l'argent. Et donc, il faut que les capitaux ne sortent pas. Pour faire une politique de gauche, il faut des leviers réglementaires. Donc, il faut pouvoir imposer des choses aux entreprises et que les entreprises ne s'en aillent pas. Voilà, aujourd'hui, on est complètement figé. Il faut sortir de ça. Et après, une petite intervention aussi sur les plateformes quand même. Et pour dire que les plateformes, pourquoi on n'arrive pas à trouver de statut? Mais on n'arrive pas à trouver de statut parce que le gouvernement ne le souhaite pas, tout simplement. C'est ça la réalité. Et que
là, ce qui va être fait, la loi sur les plateformes par le gouvernement, ça vise juste à répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation pour pas qu'il y ait de requalification totale systématique. Et pourquoi le gouvernement veut faire ça? Mais pour des objectifs de politique économique, c'est pas compliqué en fait. C'est parce que la prestation offerte par les plateformes coûte moins cher qu'une prestation autre dans le cadre d'une relation de travail parce qu'il n'y a pas de protection sociale, donc de cotisation sociale, et qu'il n'y a pas tous les droits qui vont avec le statut du travail. Donc, comme la prestation est plus faible, le prix est plus bas, donc la demande augmente, et donc toute la politique du gouvernement est orientée vers l'augmentation du marché. Augmenter tous les marchés, quelle que soit la condition du travail, c'est les jobs à 1 euro, quoi. Enfin voilà, c'est des plateformes, c'est l'équivalent des jobs à 1 euro. C'est pas des jobs parce que c'est pas du travail, mais c'est ça. Donc c'est tout simplement un souhait. Et après, est-ce que il peut y avoir une troisième voie? Moi, je pense qu'il faut s'interdire de rien réfléchir parce que voilà, mais c'est une question qui est juridiquement complexe entre relations de travail et relations commerciales. Mais je pense qu'il faut s'interdire de réfléchir à rien. Voilà. Mais surtout, voilà, moi je suis très très inquiète sur la question européenne et pour la gauche parce que ça m'inquiète un peu de voir qu'il y a 2 ans des élections présidentielles. Enfin, moi je lis nulle part de réponse précise, crédible, et ça m'inquiète d'autant plus que l'une des principales différences entre les 2 candidats de gauche aux élections d'il y a 2 ans, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, c'était la question européenne. L'un proposait de sortir de l'Union européenne, l'autre d'y rester. Les 2 points de vue se défendent. Bah, parlons-en franchement. Si on y reste, comment on change les choses? Si on en sort, qu'est-ce que ça veut dire d'en sortir? Combien ça coûte, etc. Parce que sinon, c'est pas seulement qu'on va pas accéder au pouvoir, c'est que si on y accède, on va refaire 83, on va refaire 97, on va refaire 2007. Enfin, voilà. Donc, je suis un peu désolée de mettre un peu les pieds dans le plat comme ça. Mais est-ce qu'il y a un gain de souveraineté à sortir de l'Europe? Ça se discute, oui. Pardon? Mais est-ce qu'on gagne en souveraineté à sortir de l'Europe? Peut-être qu'il faut se poser la question. On partage notre souveraineté aujourd'hui, mais est-ce que voilà, oui, non, mais ça le débat aussi, mais en tout cas, je pense le débat n'est pas tranché à gauche. Non, c'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Parce que on parle de l'international. Sophie Binet, vous m'aviez dit au téléphone que vous vouliez aborder le cadre de la régulation internationale du travail grâce notamment au rôle de l'OIT, sur lequel vous pensez qu'il y a beaucoup à faire. Oui, tout à fait. Il y a une proposition toute simple dont personne ne parle, c'est donc l'OIT, l'Organisation internationale du travail, que nous avons créée en 1919 au sortir de la Première Guerre mondiale sur le constat « il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice sociale ». Cette institution qui fonctionne de façon très intéressante, c'est-à-dire de façon tripartite, patronat, syndicat, gouvernement, et de façon multilatérale avec le principe « un État, une voix », a construit à ce jour 190 normes internationales du travail. La dernière née a été obtenue et gagnée par le mouvement syndical mondial et porte sur les violences et le harcèlement au travail. Donc une norme très intéressante qui d'ailleurs n'est toujours pas ratifiée par la France. Et donc cette institution, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que ça permet de casser le mouvement de dumping international sur le droit du travail. Donc il y a une proposition toute simple qui est de dire « conditionnons les accords de commerce à la ratification des normes internationales du travail ». Je vais donner un seul chiffre. Les États-Unis, aujourd'hui, sont le pays de l'OCDE qui a le moins ratifié de normes internationales, puisque sur les 190 normes dont je vous ai parlé, il y en a seulement 14 qui sont ratifiées par les États-Unis, donc en vigueur aux États-Unis, et notamment il y a beaucoup de normes fondamentales, dites fondamentales de l'OIT, notamment celles sur le droit de grève, qui ne sont pas ratifiées par les États-Unis. Donc au-delà du débat très intéressant sur souverainisme social, environnemental, je ne sais pas, sur lequel il faudrait rebondir, une chose toute simple, conditionnons les accords de commerce internationaux à la ratification des normes internationales du travail. Merci. Le débat sur l'Europe, Guillaume. D'abord, je ne suis plus député européen, mais cette expérience m'a appris une chose, c'est que la réponse à la question que vous posez est tout sauf simple. Et néanmoins, il va falloir quand même dire des choses. En effet, puisqu'il va falloir proposer. Ce que dit Sophie Binet là est quand même fondamental. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, on peut tout à fait conditionner des accords commerciaux, un certain nombre de règles sociales et environnementales, rien n'interdit, et notamment la question de la référence des règles de l'OIT, c'est pas du tout techno, c'est un truc central sur lequel nous, par exemple, les députés européens, on se bat
au quotidien. Quand j'étais député européen, moi, je veux dire, mon viatique, c'était les règles de l'OIT. C'est reconnu internationalement, c'est très difficilement contestable, et donc c'est un appui juridique très important. Mais je voudrais venir à votre question. Moi, ce que je crois sur ce que vous dites aujourd'hui, en fait, je ne crois pas du tout que le débat soit de sortir ou pas dans l'Europe. Parce que de toute façon, je vais vous dire quelque chose, nous n'en sortirons pas. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Que n'importe quel candidat qui est élu à l'élection présidentielle, et qui, même s'il est élu avec le mandat de sortir de l'Union européenne, il fera comme tout le monde, comme tous les présidents de la République qui promettent à chaque fois dans leur campagne qu'ils vont faire bouger un truc sur l'Union européenne. Ils vont aller à Berlin, d'accord? Puis ils vont revenir, ils vont expliquer que c'est plus compliqué que ça. Donc, n'importe quel candidat qui sera élu, y compris avec ce mandat de sortie de l'Union européenne, ne le fera pas parce que les interactions économiques sont beaucoup trop fortes, beaucoup plus que ce qu'il y avait avec le Royaume-Uni. Nous sommes un pays continental. Bref, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une illusion, ça ne se fera pas. En tout cas, pas comme ça. Donc, la question, c'est comment on fait? Eh bien, reprenons par exemple la question des accords de libre-échange. Je vous rappelle qu'il y a un accord de libre-échange qui a été modifié, pas du tout assez à mon gré, qui est l'accord avec le Canada. Il a été modifié avec quelques éléments supplémentaires un peu plus favorables par une partie de la population européenne qui doit faire même pas 10 millions d'habitants, la Wallonie. La Wallonie, d'accord, par son président à l'époque, a dit qu'il ne ratifierait pas le CETA. Et donc, il y a dû y avoir une renégociation sur la question du CETA. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les aspects juridiques et les aspects de traités existent. Il faut changer les traités, on est d'accord, ce sont des traités fondamentalement néolibéraux, c'est vrai, etc. Mais très souvent, et en réalité, nous masquons notre impuissance en termes de volonté politique derrière ces aspects juridiques. Qu'est-ce que c'est que le droit? Ce n'est que l'expression d'un rapport de force. Donc posons le rapport de force. Rien n'interdit à la France, y compris dans la dynamique européenne, enfin, les traités, on ne les respecte jamais, hein, excusez-moi. Mais sur des tonnes et des tonnes de choses, les traités européens ne sont pas respectés. Mais est-ce que c'est pas ce que disait François Hollande en 2012, le côté on n'a pas besoin de sortir, on va faire un rapport de force? C'est pour ça qu'il faut une stratégie. Et alors c'est pour ça qu'il faut une stratégie. Je rappelle que les 3% de déficit, on les a pas, on les a pas respectés pendant des années. Personne ne nous embêtait en vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une armée, nous, et qu'on avait besoin donc de l'armée française, donc en gros, on ne nous embêtait pas. Donc qu'est-ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas les traités qui nous empêchent. C'est fondamentalement ce qu'on veut. Et le gros problème des gouvernements qu'il y a eu en France, y compris de gauche, c'est que fondamentalement, ils ne voulaient pas. Et que donc, il faut mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, elle passe évidemment par le pouvoir d'État, c'est-à-dire faire jouer la France, ses gros bras, etc., etc. Mais je dis, c'est très nettement insuffisant. Si nous allons tout seuls aujourd'hui dire, nous, la France, on est mieux que les autres, ce qui est faux, à plein d'endroits, nous allons changer l'Union européenne, et voilà ce qu'il faut faire, les petits copains, bah, on sera mis en minorité, on nous dira, bah, dégagez, on ne le fera pas, et donc on sera décrédibilisé. C'est à peu près l'histoire de la France hein, dans son rapport à l'Europe depuis 30 ans. Donc, il faut trouver des alliés. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et c'est ça qu'on a gâché, et que les présidents de la République successifs ont gâché, c'est trouver des alliés au niveau européen pour le faire. Excusez-moi, on a là, sous le quinquennat Hollande continué par M. Macron, on a trahi les Italiens 3 fois. C'était les meilleurs alliés qu'on pouvait avoir, notamment sur le fait de changer des choses dans l'Union européenne. Bah, évidemment, à partir de là, c'est très compliqué. Quand on arrive au pouvoir en 2012, les Espagnols attendent vraiment que la France lui tende la main à l'Europe du Sud pour pouvoir construire des choses. Bon, on décide d'aller discuter directement avec Mme Merkel, tout seul. Donc évidemment, on n'a pas le rapport de force, on revient et on ne fait plus rien pendant 5 ans sur la question européenne ou à peu près. Dernière chose, c'est une stratégie par rapport aux sociétés civiles. Moi, j'en ai marre que nous, à gauche, on raisonne État par État. Il y a les Français, les Tchèques, les Polonais, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Enfin, on essentialise aujourd'hui tout le monde comme ça. En Pologne, vous avez des syndicalistes qui se battent et qui ont d'ailleurs gagné, y compris sous la droite réactionnaire qu'ils ont au pouvoir, énormément de choses ces 10 dernières années. Ça devrait nous faire réfléchir sur pourquoi les Polonais votent pour la droite conservatrice. Ce n'est pas que pour des questions sociétales, c'est aussi parce qu'ils ont plus respecté les syndicats que, y compris la gauche néolibérale qui avait eu au pouvoir en Pologne. Bon, c'est un fait. Qu'est-ce qui se passe en Hongrie, en Roumanie? Vous avez vu là les immenses manifestations qu'il y a en Bulgarie? Personne n'en parle. Il y a eu un mouvement social en Roumanie qui a duré 6 mois, il y a 2 ans. Personne n'en a jamais parlé. Ces pays, notamment au sein de la Confédération européenne des syndicats, les syndicats de l'Est aujourd'hui sont parfois parmi les plus actifs
Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais donc, il y a des stratégies par rapport aux sociétés civiles et en pesant sur les fractures des sociétés civiles aujourd'hui dans l'ensemble des pays européens pour trouver des convergences écologiques et sociales, même avec des Polonais, même avec des Bulgares, même avec des Roumains. Encore faut-il le travailler et le faire, c'est-à-dire arrêter de parler de l'Europe, mais un peu plus faire de la politique en Europe. Merci. Parmi les points qui avaient été abordés il y a quelques minutes, on a notamment parlé du partage du pouvoir dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que là, on quitte l'échelon européen. On avait sans doute eu raison d'élargir, mais je reviens à l'entreprise. Démocratiser l'entreprise. Dominique Méda, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut le faire et comment? Alors, on ne vous entend pas. C'est juste voilà, le micro. Ça y est. Comment on fait? Parce qu'on le dit depuis 30 ans, la cogestion, c'est les années 70. Mais concrètement, comment on peut faire? Oui, et je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce qu'a dit Dominique Potier tout à l'heure. Hein. Ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai bien l'impression qu'on assiste en ce moment à un retour assez fort de cette idée de la nécessité de la cogestion, de la codétermination, de la démocratisation de l'entreprise. Beaucoup de courants de pensée s'expriment sur ce thème en ce moment. Et nous, on a vu comme ça ce frémissement en mai, le 16 mai, on a publié avec plusieurs collègues notamment un manifeste initié par Isabelle Ferreras, une philosophe belge. Et on a publié un manifeste intitulé « Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser pour dépolluer », dans lequel on défendait l'idée que notamment la crise sanitaire avait montré l'importance absolument cruciale de ce qu'on peut appeler les investisseurs en travail, et qu'il était temps désormais de reconnaître leur place dans l'entreprise, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est-à-dire de reconnaître qu'ils sont une partie constituante absolument essentielle, et donc il faut parvenir à leur donner autant de pouvoir que les apporteurs de capitaux. Et donc organiser une double majorité et la possibilité aussi d'un droit de veto des travailleurs, des représentants des salariés sur la totalité des décisions. Donc pas une petite mesurette, hein, quelque chose de tout à fait radical, c'est-à-dire sur les orientations stratégiques de l'entreprise, il y a 50-50 aux apporteurs de travail et aux apporteurs de capitaux. Alors, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a fait un peu tourner ce manifeste pour le faire signer dans la communauté internationale. Il a reçu énormément d'intérêt. Il a été signé par 6000 académiques de 600 universités dans le monde et il a été publié dans 40 quotidiens nationaux. Et on va là prochainement sortir un livre qui republie le manifeste avec des témoignages et des explications un peu théoriques d'un certain nombre de collègues. Alors, comment on fait? Ben voilà, il faut une pression de la société civile, des académiques, des syndicats pour, je dirais, pour franchir une étape absolument centrale. Et puis, un deuxième point, si vous me permettez, pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Balas tout à l'heure, pas dans cette intervention-là, mais la précédente. Moi, j'étais entièrement d'accord sur tout ce qu'il a dit sur le productivisme, le changement majeur que nous avons à faire avec notamment un changement de cadre cognitif sur la croissance. Hein. Moi, c'est une de mes obsessions, rentrer dans une société post-croissance, qui laisse de côté la question croissance ou décroissance, mais adopter de nouveaux indicateurs, adopter de nouveaux cadres cognitifs et se dire que ce que nous avons à faire, c'est à satisfaire les besoins sociaux et pas autre chose. Mais alors, mon léger, c'est pas un désaccord avec lui, mais sans doute un débat. Moi, je préfère promouvoir ce qui s'appelle aujourd'hui la garantie d'emploi, plutôt que le revenu universel. C'est-à-dire qu'il me semble, en gros, qu'on va avoir besoin, si on fait cette reconversion écologique qui est absolument Expliquez nécessaire. la différence entre les deux? Revenu universel, je donne un revenu à tout le monde. Garantie d'emploi, je garantis à chacun la possibilité d'accéder à un emploi décent et payé correctement. C'est très différent. Il me semble que si on fait la reconversion écologique, on va avoir besoin de plus de travail humain
parce qu'on aura besoin de moins d'adjuvants chimiques et mécaniques qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, et que ce plus gros volume de travail humain, à nous de bien le répartir sur l'ensemble de la population en âge de travailler, mais je ne sais pas si, en fin de compte, il y aura plus ou moins de travail. Mais ce qu'il faut absolument faire, comme il y aura des transferts d'emploi, des mouvements d'emploi absolument gigantesques, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on a des secteurs qui vont fermer et des secteurs qui vont se développer, donc il va falloir accompagner tout ça. La garantie de l'emploi, ça veut dire qu'en toutes circonstances, et notamment pour accompagner ces gigantesques mouvements d'emploi, je garantis à chacun, nationalement et localement, une garantie d'emploi, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un emploi payé correctement. Et ça me semble assez révolutionnaire, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, bah, d'accord, comment on fait? Je dis que je préfère ça aussi parce que, non seulement parce qu'on va avoir besoin de plus de travail humain, mais parce que ma grande crainte, c'est que si on met en place un revenu universel, il y ait tellement de résistance qu'on ne parvienne qu'à mettre en œuvre la version la plus libérale du revenu universel qui s'accompagnerait d'un démantèlement de toutes les règles, le SMIC et le droit du travail finalement. Vous voulez répondre, Guillaume, sur le revenu, puisqu'on est sur le revenu universel? Moi, j'écoute Dominique Méda avec attention, hein. Je connais ses réserves sur le revenu universel, hein, bien évidemment. Et comme je disais tout à l'heure, c'est en aucun cas un dogme, hein. Et bien évidemment, moi, je suis déjà content que le débat sur le revenu universel ouvre le débat, justement, et fait aujourd'hui prendre un biais sur la question du travail qui est très différent de la manière dont on l'envisageait jusqu'à maintenant. Après, sur les moyens, on peut tout à fait discuter. La question de la garantie d'emploi pourrait tout à fait être étudiée. Moi, je connais mal le sujet, donc je ne vais pas dire que j'en ai un avis éclairé, hein. Là-dessus, il faut d'abord que je lise et que je m'informe. Sur la crainte que Dominique exprime sur la question de la version la plus libérale du revenu universel, mais en fait, c'est tautologique parce que c'est une question de définition de mots, c'est du nominalisme, en fait. Parce qu'il est certain que le revenu universel, c'est-à-dire la droite néolibérale d'aujourd'hui, n'a strictement rien à voir avec, il faudrait trouver un autre mot à la limite, ou qu'eux changent de mot, enfin j'en sais rien. Mais en fait, ça n'est pas du tout le même contenu, donc ça ne devrait pas avoir le même nom. Voilà, fondamentalement c'est ça. Pourquoi? Parce que ce que défend notamment le mouvement auquel j'adhère, c'est-à-dire Génération, sur la question du revenu universel d'existence, c'est bien un nouveau pilier de la sécurité sociale qui n'efface en rien la protection sociale assise sur le travail, mais qui considère que cette protection sociale assise sur le travail se relativisant lui-même aujourd'hui dans son poids général dans la société, dans les consciences et dans les heures de vie même des individus, eh bien, ne suffit plus aujourd'hui à garantir une protection sociale efficace pour l'ensemble des êtres humains et des citoyens. Et donc, il faut inventer quelque chose d'autre. Alors là où j'entends Dominique, et c'est intéressant, ça demanderait des études poussées, c'est comment on considère dans la transition écologique les configurations nouvelles en termes de volume d'heures travaillées dans les différents domaines, hein, aujourd'hui d'activité humaine, et de regarder si une garantie d'emploi est quelque chose de souhaitable, de faisable et de finançable. C'est peut-être, utopique comme ça a priori, mais ça me semble très intéressant, je pense notamment dans l'industrie, hein, principalement, de pouvoir garantir un contrat aujourd'hui avec les salariés qui fasse que la transition écologique de l'industrie a lieu et vous avez au moins une garantie, c'est que vous n'allez pas perdre votre emploi ou qu'en tout cas, vous aurez accès à un emploi de toute façon. Il y a une piste en tout cas qui est intéressante là-dessus, effectivement. Je voudrais donner la parole à Dominique Potier, qui l'a pas eu beaucoup. Est-ce que vous êtes là, Dominique? Tout à fait, je vous écoute avec passion. Et s'il faut entrer dans le débat, je le fais en rejoignant totalement Dominique Méda et ses réserves. Dominique vous a rejoint sur l'objectif de démocratiser l'entreprise. Et oui, ça c'est... Il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est plutôt notre combat politique qui rejoint les analyses anciennes et profondes de Dominique Méda. Enfin, il y a une hiérarchie. Non, j'ai les mêmes réserves que Dominique Méda sur le revenu universel, exactement les mêmes. Et on en parlera avec Guillaume avec plaisir au-delà de ce forum. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui va provoquer une déliaison entre le travail et le revenu, moi je suis favorable à un rééquilibrage des sphères de l'existence et que notre existence ne passe pas que par le travail. Mais je n'imagine pas
la reconnaissance de la dignité d'une personne qui fasse l'impasse sur l'œuvre que constitue le travail. C'est-à-dire que reconstituer à nouveau le travail, non pas comme un esclavage, mais comme une œuvre, comme une contribution à l'œuvre humaine, utile à l'ensemble de la collectivité, et c'est faire du lien, c'est donner sa dignité aux personnes. Évidemment, je ne partage pas les risques de déliaison qui sont inclus dans certaines formes du revenu universel. Deuxième élément, d'autres intervenants ont évoqué la limite européenne. Moi, je voudrais quand même rappeler un fondamental, c'est la chance européenne. Lorsque Schuman crée l'Europe moderne avec d'autres, nous sommes un être humain sur 5. En 2050, un siècle plus tard, nous serons un être humain sur 20. Et je pense que si notre éthique de l'entreprise, la conception à laquelle nous travaillons ardemment, la Confédération des syndicats, les partis progressistes, le mouvement social, l'idée d'une nouvelle entreprise européenne capable d'engager des processus de démocratisation autour du travail et d'enclencher des rapports de commerce internationaux fondés sur des bases de respect de la nature et de la dignité humaine partout dans le monde, nous ne le ferons qu'à l'échelle européenne. Alors, entre l'évolution des traités européens et nos débats, il pourrait y avoir un immense vide qui soit angoissant et désespérant. Je voudrais quand même rappeler tous les processus démocratiques à l'œuvre. Rappeler simplement que l'idée du mouvement social autour du devoir de vigilance, qui est une idée proprement révolutionnaire de nature à faire changer le paradigme du capitalisme actuel, est née dans le mouvement social, a été relayée politiquement grâce aux universitaires, au mouvement, etc., en France, et aujourd'hui en train de faire école et de devenir une loi européenne qui bouleverse les règles du capitalisme. Donc ne soyons pas désespérés, nous avons là une démonstration d'un possible changement qui part d'une nation, d'un mouvement social et qui trouve des relais partout en Europe et qui fait écho dans le monde. C'est une des lois les plus étudiées aujourd'hui dans les universités partout dans le monde. Deuxième exemple, de ce qui part par le bas, et Jérôme Sallier va être heureux, il y a une banque, c'est Triolis, je crois, aux Pays-Bas, c'est Gaël Giraud qui m'a confié ça, qui a décidé de faire un écart de salaire de 1 à 5 et de supprimer tout investissement dans ce qui est carbone. Voilà. Bon. Cette banque est en train d'exploser les compteurs. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, c'est la banque des jeunes, c'est la banque des milieux populaires, c'est la banque des classes moyennes, c'est la banque qui est en train de tout changer. Donc, il y a également une capacité à poser des actes de changements radicaux au sein de la société et qui peuvent faire école et inspirer les combats politiques que nous menons. Donc, aucune vision désespérante de l'Europe, le mouvement social et le courage des nations peuvent participer à des changements fondamentaux. Il s'agit d'enclencher ces processus. Je voudrais dire un dernier mot, si vous permettez, c'est la question du partage de la valeur. On n'en a pas parlé, plus qu'un revenu universel, moi je suis attaché à une réduction de la grande déformation de la valeur, celle qui va au capital par rapport au travail et celle qui est partagée au sein du monde du travail. La déformation au profit du capital a fini par corrompre la répartition au sein du travail. Nous avons des écarts qui sont absolument indécents. Au sein du CAC 40, vous savez que c'est un rapport de 277 fois le SMIC pour les dirigeants du CAC 40. Les exemples totémiques de Carrefour, de Sanofi ont indigné l'opinion. Nous avons obtenu une mission d'information sur le sujet et j'ai d'ores et déjà, dans l'inspiration encore une fois de Gaël Giraud et d'autres chercheurs, déposé une proposition de loi qui recrée un débat culturel et politique autour de l'échelle des salaires. Et notre proposition est pédagogique en ce sens, elle dit qu'un facteur 12 d'un écart de 1 à 12 pourrait être institué. Et notre proposition est très concrète, elle vient du mouvement syndical. Elle dit que là, de 12 fois le décile le plus faible de l'entreprise, les charges du salaire et les contributions sociales attachées à ce salaire ne sont plus déductibles comme charge, réduisant l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est une astuce fiscale, mais qui permet de recréer le débat sur quelque chose que nous avons trop oublié dans notre société, la question de l'échelle des salaires comme échelle des valeurs de reconnaissance du travail. Jérôme Sadier, sur l'échelle des valeurs, sur le sens du travail, sur le partage du pouvoir dans l'entreprise, sur tous ces sujets-là, l'économie sociale et solidaire, elle peut avoir des éléments de réponse. Oui, sans doute, même si elle n'est pas… Oui, non, sans doute, même si elle n'est pas nécessairement exemplaire en tout. Excusez-moi, je vais quand même partir d'ailleurs pour arriver à répondre à votre question, mais parce que bon, l'intervention brillante de Guillaume tout à l'heure a structuré un peu le débat derrière. Moi, je pense quand même qu'il faut effectivement repartir de l'essentiel aujourd'hui sur ce qui matrice notre rapport au travail, entreprise, etc.
On a un problème de régulation internationale, de régulation juridique. Ça a été dit que le droit du travail a été dévoyé de son objectif initial. Sophie a parfaitement eu raison de rappeler l'importance de respecter, de promouvoir et de développer les normes internationales du travail. Et je pense à un point d'appui pour bien des choses, si seulement les gouvernements français en l'occurrence, mais européens aussi, considéraient que les normes internationales du travail s'imposent à eux-mêmes également, au-delà du fait de les ratifier ou pas. Donc déjà, là, on aura un corpus un peu plus intéressant. Après, pour là aussi rester dans les choses fondamentales, parce que je vais y arriver à répondre à votre question, comment dire, on est dans un monde où la technique l'emporte sur beaucoup de choses et on a vu, on a évoqué l'économie des plateformes. Le problème qu'on a, c'est que la démocratie ne sait pas trop quoi faire avec la technique, en fait. Pardon, mais je vais vraiment à gros traits. La démocratie ne sait pas gouverner la technique. Elle a à peu près réussi d'ailleurs à gouverner le capital, plus ou moins bien, mais enfin, elle s'est dotée d'outils pour le faire, mais elle ne sait pas gouverner la technique. Et si la technique l'emporte effectivement de l'organisation du travail, de l'entreprise, des rapports sociaux, etc., on a effectivement un problème majeur. Ce qui m'amène à la question derrière, c'est comment on réarme finalement les relations sociales au sein des entreprises, plus globalement comment on réarme d'ailleurs la démocratie, mais pour en rester sur la question de l'entreprise, oui, je pense que là où l'entreprise se définit jusqu'à aujourd'hui par, par son aspect capitalistique et donc donne le pouvoir à ceux qui apportent ce capital, la question du rééquilibrage des pouvoirs est fondamentale, assurément. Je ne sais pas si c'est faire du 50-50, je ne suis pas sûr que ce soit une question de proportion en fait, de personnes au sein du conseil d'administration. Je crois que les droits de veto, les majorités qualifiées sur les sujets sont au moins aussi intéressantes. Parce que la composition d'un conseil d'administration, j'en sais quelque chose pour le coup, est un sujet qui dépasse la question du statut des personnes qu'on y désigne, à vrai dire. Et parfois même, on a l'effet inverse qu'on recherchait. Ce qui d'ailleurs est assez caractéristique, et j'en viens justement à votre question, dans l'économie sociale où, pour l'essentiel, ce sont des structures qui ne se définissent pas par leur nature capitalistique, ce qui n'est pas tout à fait vrai des coopératives qui ont un capital, mais pour l'essentiel, ce sont des sociétés sans capitaux et des sociétés de personnes donc, qui, par définition, reposent sur un principe démocratique, avec des salariés qui, la plupart du temps, sont également des personnes qui participent comment dire, à la constitution même de l'association ou de l'entreprise. Donc là, on a effectivement des pratiques à mettre en place ou à valoriser dans l'économie sociale. Moi, j'aimerais qu'on le fasse mieux parce qu'en fait, aujourd'hui, elles sont assez disparates, pas très codifiées. Elles reposent sur des principes généraux et pas forcément sur l'identification de ces pratiques. C'est un point de désaccord que j'ai avec Dominique parce que lui, il souhaite labelliser les entreprises ou les certifier, etc. Moi, je suis pour certifier ou labelliser les pratiques. Parce qu'en fait, c'est plus difficile de labelliser un produit que de labelliser une entreprise, je pense. Et dans le temps, des produits ou des pratiques, pardon, que de labelliser une entreprise en tant que telle. Et je pense que dans le temps, c'est plus pertinent par ailleurs. La comparaison d'ailleurs, et au passage, parce que en fait, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un effet contagieux sur l'ensemble du monde économique et de l'entreprise. Et ce n'est pas si compliqué que ça par ailleurs. Vous savez que la Banque de France passe son temps, entre autres choses, à noter les entreprises en fait. En tout cas pour les banques, c'est important d'avoir régulièrement la notation des entreprises au regard de leur situation économique et financière, etc. Ça ne serait pas grand-chose d'ajouter au référentiel de la Banque de France des éléments de notation d'impact social, de partage de la valeur, de bonne gouvernance, même si je déteste ce terme-là. Je pense que voilà, on a des outils qui sont possibles. Et puis, qu'est-ce que j'avais une nuance là aussi avec Guillaume. Pardon, une seconde. Merci beaucoup, Guillaume Ballas, d'avoir été là. Oui. Merci, bon voyage. Ah, pardon, Guillaume, ça va, d'accord. Voilà. Bah, dommage parce que j'avais une nuance avec lui, mais c'était pour. Non, mais c'était sur le redu d'existence, mais il le sait déjà, donc en fait. Mais moi, je pense que dire qu'on va tirer parti du fait qu'on ne doit plus être dans une société productiviste, donc derrière, ça emporte le fait que le rapport au travail n'est pas le même et que du coup, il faut promouvoir un revenu d'existence, me semble aujourd'hui un fil qui est compliqué à tirer. On a une crise économique et sociale qui va être majeure
Et si on veut être audible dans l'espace que je crois, on espère représenter un peu, franchement, là, on va passer à côté de quelque chose. De la question du productivisme d'une société qui se caractérise d'abord soit par un fort taux de chômage, soit par une société de services. Je pense qu'on passe à côté de quelque chose également. 3, je pense aussi que le travail est fournit de la dignité, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, et Dominique Potier. Et évidemment que moi-même, où je n'envisage pas d'avoir de relation avec quelqu'un qui ne se définirait que par son travail. Je ne suis pas sûr que cette personne-là m'intéresserait très longtemps, à vrai dire. Mais néanmoins, savoir ce à quoi on se consacre dans la vie, que ce soit choisi ou pas d'ailleurs. Mais même si on ne l'a pas choisi au départ, on peut quand même en être fier, à vrai dire. Et je suis plus attaché au fait qu'on développe du sens au travail, quel qu'il soit et quelle que soit la situation dans laquelle on est rentré dans ce travail-là, jeune, moins jeune, avec une grosse formation ou une formation continue, avec du savoir-faire technique ou pas de savoir-faire technique, mais au moins développer dans le cadre collectif du travail une forme de dignité me semble assez essentielle. Et ça se paye. Voilà. Je pense que ça ne suffira pas à traduire l'ensemble des droits sociaux auxquels on peut aspirer dans une société qui se délite à certains égards. Donc, la société doit, dans l'intérêt général, apporter d'autres formes de protection et peut-être d'autres formes de revenus que les seuls revenus du travail. Mais pour moi, ça ne peut pas, sur le plan philosophique ou des principes, se substituer. Je ne dis pas que c'est le cas dans la proposition de revenu d'existence universelle dont parlait Guillaume, mais l'accentuation du débat sur ce sujet peut laisser croire ça, et c'est mortifère pour la gauche, à mon avis. Merci. Ce sera le mot de la fin. On a dépassé l'heure impartie. Merci beaucoup pour vos témoignages et questions. Et désolé pour le fait qu'on n'ait pas pu échanger physiquement. C'est un peu frustrant de vous voir derrière des écrans, les uns et les autres, mais ça s'est quand même bien passé. Merci beaucoup. Et la charité.